Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Dave Tom, je suis photographe et l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France, depuis 1865 à Bordeaux, où d'ailleurs il y a un tout nouveau magasin. J'invite les Bordelais et les Bordelaises à venir découvrir le tout nouveau magasin qui est dans la même rue à l'Étourny. Et Panajou, bien sûr, aujourd'hui c'est un site internet de vente en ligne pour du matériel photo et vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yann Morvan. Bonjour Yann. Bonjour. Comment vas-tu ? Il a froid, je suis dans une pièce qui est gelée. Mais bon, on a dit 40 minutes, alors je vais essayer de tenir. Je suis désolé pour la fraîcheur. Bon, on a essayé de faire quelque chose avec la clim, on verra ce que ça donne. Ouais. Pas trop fatigué de cette journée de conférence ? Non, ça va, moi tant que je parle, je suis content, j'aime bien parler. Ouais. J'ai du monde, ils écoutent, ils sont contents. Non, ça me va. Très bien. Écoute, on va rajouter une couche avec moi. Je sais. Donc Yann, photographe, reporter de guerre, plus de 50 ans de carrière, je me trompe pas. J'ai pas fait que ça, mais disons, j'ai fait ça pendant une quarantaine d'années, ouais, au moins. Ce qui est quand même beaucoup. Donc beaucoup d'expérience, beaucoup de guerres aussi. Ouais. T'en as vu des conflits. Une quinzaine à peu près. Ouais. Comment c'est arrivé pour toi la photographie ? Comment la photographie est arrivée dans ta vie, avant de parler de guerre, de conflits ? Je crois que c'était au Grand Prix de Monaco 67. J'étais avec mon père, puis je voyais les voitures passer, et je voulais faire des photos des voitures, donc j'ai décidé d'être photographe, les Formule 1. C'est le jour où Laurent Zambandini est décédé, brûlé vif. Ah oui, donc ça m'avait marqué, et je disais, il faut que je photographie tout ça. Voilà, je pense que c'est là que ma vocation. J'avais 13 ans. T'as 13 ans, donc t'as commencé à faire de la photo à cet âge-là, ou c'est plus tard ? Ouais, 13 ans comme amateur, 14 ans, ouais, je faisais des petites photos. Mon père, il m'avait payé un Instamatic 50. Ouais. Avec des diapositives Kodachrome qu'on mettait petits films, et puis je faisais des photos comme ça de ma famille. Comment c'est arrivé la profession après ? Tu n'as pas de suite commencé en tant que photographe de guerre ? Je voulais faire réalisateur de films, plutôt de péplum, des reconstitutions italiennes. De péplum, précisément. Oui, de péplum. Ouais, je voulais être réalisateur de péplum. Bassiste, bénu, enfin des trucs comme ça. Ouais. Parce que ça, j'ai vu ça au cinéma, je trouvais que c'était formidable. Et puis, donc, je suis descendu. Bon, j'ai fait un peu de maths physique à la fac, mais fatigué, ça. Puis, je suis trop paresseux pour les maths, faut être très doué ou très travailleur. Donc, comme je suis pas très doué et pas très travailleur, j'ai laissé tomber. Et je suis descendu à Paris, à la fac de Vincennes, où il y avait une section cinéma. Et là, j'étais crypto-situationniste. Ça vous parlera pas, mais non, disons, c'était... je ne sais pas comment expliquer, c'était sur la société, une critique de la société du spectacle, de la société consommériste et mondialiste, quoi, à l'époque. Entre l'anarchie et le marxisme, c'est entre les deux. Okay. C'était un point de vue philosophique sur le monde. Enfin, ça disait que les crypto-situs, on était alliés avec les anarchistes. Et donc j'ai commencé à faire des manifs avec eux, à faire des photos de manifs. Et donc quand j'ai été à Vincennes, la caméra était de la fac de Vincennes. Il y avait une caméra, une Claire Coutan. Elle était aux mains des maoïstes pro-chinois. Et moi, le prof de photo était un maoïste pro-albanais. Et donc, on avait fait un accord entre les crypto-situationnistes et les maoïstes pro-albanais. Et donc, voilà, j'étais à la photo. Il m'a présenté aux gens de Libé. Et j'ai commencé à faire des photos de manif pour Libé. On est en 74. D'accord. Voilà. Compliqué, hein ? Ouais. Ouais, bon, c'est des trucs... des vieux militants, là, ils comprendront. Ouais, oui, je me doute. Ça parlera plus qu'à moi, ça c'est sûr. Mais enfin, c'est quand même déjà impressionnant Donc j'ai commencé à Libé comme ça, par le biais d'un prof qui s'appelait Gérard Girard. Maintenant c'est Paris 8, je crois qu'il erre dans les... il a un slip sur la tête, il erre dans les couloirs de Paris 8, toujours il est devenu fou. Plutôt que de tenir l'unité de photo, il allait en Albanie militer, donc voilà, je me suis occupé de la photo. Comment t'en es arrivé à la photographie de guerre ? Est-ce que c'est... Au début, j'ai commencé par faire... J'avais pas de sous, moi j'étais un peu un piou-piou, moi j'avais pas un sou, donc... Premier appareil de photo, c'était un Leica volé qu'on m'avait donné, donc là j'ai commencé à faire les immigrés maghrébins qui vivaient dans les bidonvilles, et après j'ai fait les voyous, quoi, les rockers, les trucs comme ça, je suis arrivé à Paris, donc j'ai fait ce qui était en bas de chez moi. Hein, comme, les marginaux ? Ouais, les marginaux, ouais, mais à l'époque c'était les rockers, puis un peu à début des Hells Angels, un peu les mecs en motard, tout ça, les bikers. Je savais même pas d'ailleurs qu'il y avait des Hells Angels en France. Pas encore.
Ils sont venus en 81. Ils ont eu l'affiliation parce qu'un de mes éditeurs, il est Hells Angels. C'est Hells Angels, oui. Donc c'est 81. Et il édite les photos que j'ai fait à l'époque. Et donc ce qu'on appelle les proto Hells Angels, c'était des types en moto à Paris en 76, 77, 75 qui se faisaient tatouer Hells Angels, mais qui n'étaient pas reconnus par le chapitre. Il fallait qu'il y ait un type qui vienne pour les reconnaître. Donc j'ai photographié ça. Et pendant 2 ans, 3 ans, le reste du temps, je faisais des salons, je faisais des polaroïdes à la terrasse des cafés, je faisais plein de trucs quoi, pour gagner un peu de sous. Je n'avais pas besoin, mais bon. Et avec un vendeur d'une agence pour laquelle je bossais, on a sorti un bouquin qui s'appelait Le cuir et le baston. On est en 77, il n'y a pas encore cette espèce de dimension sociale, des bandes, tout ça à Paris. On est encore dans les luttes prolétariennes, l'après 68, tout ça. Mais là, de voir des types avec des croix gammées, des blousons de cuir pro-américains, ça interpelle. Donc on sort un bouquin. Et le bouquin a bien marché. Il a fait Le Monde, Le Figaro. Et les gens de Paris Match m'ont appelé en disant « On aimerait bien publier ton truc ». Donc j'ai vu le gars de Paris Match à l'époque. Il m'a dit « On aimerait bien que tu travailles avec nous ». Et ma carrière a commencé comme ça. C'était en 77. Alors, pour rester sur les marginaux, j'ai cru comprendre que tu avais été aussi sur la scène londonienne, notamment pour la scène punk. Oui. Les Allemands, les Londoniens, les punks, tout ça. Alors attends, ça m'intéresse spécialement pour la scène punk, parce que est-ce que tu as couvert à l'époque The Clash ou Sex Pistols, c'est des choses que tu as photographiées, ça ? J'ai fait ça, ouais. Non, attends, qui j'ai fait ? J'ai des concerts à Londres incroyables, mais j'ai oublié le nom. Ah ouais. Mais je photographiais pas les chanteurs. Ouais, je photographiais la foule. Parce que ça me parlait pas, moi, à l'époque. Puis j'aimais pas cette musique. Moi, à l'époque, j'écoutais Léo Ferré, ou alors les Américains, quoi, les Cream, les Velvet Underground, des trucs comme ça, quoi. C'est un mouvement bien de l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a moi, ça me cassait les pieds, là. Ça faisait trop de bruit et tout. J'étais pas là-dedans, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, pour se recentrer sur la guerre, quelle est la première guerre que tu as couverte et comment ça s'est goupillé, quand même ? Iran-Irak. Je bosse à Match. Après, je vais au Figaro Magazine. Et je pars. Je pars en 80. Et je passe 6 mois à Bangkok. Je fais un bouquin, BKK. Et après, j'arrive à Paris. Je suis à poil. Plus de maison, plus rien. Et j'ai un pote qui me présente à Sipa Yoglou, le patron de l'agence Sipa, qui était une des 3 grandes agences à l'époque. Tu avais Gamma, Sigma et Sipa. Ouais. Sipa était c'était la plus moche, quoi. Un peu avec les paparazzi. C'était mauvaise réputation. Et à l'époque, j'étais très très maigre, habillé pantalon en cuir noir, lunettes noires, des bottines en serpent. Enfin, tu vois. Et le patron me voit, et il me dit, le Morvan, il est drogué, je ne vais pas droguer dans mon agence. L'accent turc. J'étais pas drogué du tout, et j'avais un look, quoi, post-Bangkok un peu. Et veste rouge en plus, et ça supportait pas. Le vendeur de l'agence dit non, prends-le à l'essai. C'est un super bon photographe. Il me connaissait de Match et du Figmag. Donc il savait que je pouvais quand même... J'allais faire. On est en 80. Okay. J'attends, etc. 80, début de la guerre Iran-Irak. Ils sont tous en vacances. Et là, il vient me voir, il fait « Tu parles en Irak, on va te tester en Irak pour le voir, tu vas en Iran. » Je suis parti en Iran. Je suis resté 1 mois, j'ai bien travaillé. Ça a commencé comme ça. Moi, j'aimerais revenir sur ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand on te propose d'aller là-bas. C'est un job pour toi comment on peut... De toute façon, la guerre, pour les photographes, c'est la Formule 1, quoi. C'est là où tu fais une carrière. À l'époque, tu faisais une carrière, les journaux américains, etc. Il n'y avait pas de sujet magazine comme maintenant. Il n'y avait pas toutes ces revues avec plein de belles photos en couleur et tout et tout. Tu avais la guerre, un peu de politique française, tu avais la mode, la publicité, la photo de bouffe, voilà. Et c'est tout. T'avais pas... moi, j'étais un des premiers à faire, avec les rockers, faire un truc social. T'avais des photos de manifs avec des ouvriers, mais ils étaient mal vus par la presse bourgeoise. Donc, on montrait pas leurs photos en intérieur. On les mettait en train de vociférer dans les manifs. Il me dit, tu y vas, j'y vais. Voilà, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est incroyable. J'arrive pas à m'imaginer parce que tu seras d'accord avec moi sur le fait que c'est pas fait pour tout le monde quand même. C'est quand même quelque chose de très spécial.
Est-ce qu'il faut se mettre en condition? Comment tu gères le stress? Je sais pas comment c'est possible de traverser ce genre d'épreuve. Je sais pas. Moi, j'ai l'habitude. Là, tu me dis, tu pars demain en Ukraine. Bon, ben, c'est comme si tu me dis, tu rentres à Paris. J'ai vraiment l'habitude. D'ailleurs, tu y es allé. Oui, là, j'y suis, j'en reviens, etc. Je fais tout le temps. C'est pas... tu sais, au début, c'était plus facile dans les années 80, 90, parce que il n'y avait pas cette haine de la presse et des journalistes qu'il y a maintenant. Maintenant, on est vraiment des pestiférés, et puis il n'y a plus d'argent. À l'époque, tu avais énormément d'argent des journaux. Aujourd'hui, tu n'as plus d'argent du tout. Tout est pour les télés, les choses comme ça, quoi. Donc, c'était des seigneurs, quoi. Tu arrivais, et puis sur le front, les gens dont tu les prenais en photo, ils étaient dans le journal, ils étaient contents. Maintenant, tu es un espion. Puis maintenant, avec les images numériques, tu es dans un coin, tu balances une photo immédiatement, 3 minutes après, tu as un drone qui vient éclater la position. Donc c'est plus du tout pareil. À l'époque, tu faisais des films et tu avais 3-4 jours au mieux de voyage. Et puis après, il fallait publier, c'était une semaine. Entre le lundi et c'était pour le lundi d'après, quoi. Oui, les rapports n'étaient pas du tout pareils. Oui, donc il n'y avait pas de trip espionnage, quoi. Ouais, d'accord. On va faire un bond en avant, un très gros bond en avant. Tu es parti pendant le conflit ukrainien-russe, qui est toujours actuel. Hein. Par contre, tu es parti du côté de la Russie. Oui, c'était du côté russe, ouais. C'était par choix ou par opportunité? J'avais l'opportunité. En 2017, j'ai été avec les indépendantistes. Donc, côté russe, mais indépendantiste. Ouais. Je m'étais bien entendu avec eux. J'étais copain avec le ministre de l'Information. Et je lui ai demandé, il dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, oui, viens. J'avais fait une interview à la télé russe où je disais pas du mal des Russes, quoi. En plus. Parce que c'est là où j'allais en venir. Le problème de ce qu'on voit de chez nous en Russie, c'est à quel point ils sont pas libres de dire ce qu'ils veulent. Donc, ça a changé, là. Avec la guerre, là, ça a changé. Au début, il y a toujours un moment où rien n'est fixé. Et puis après, en fonction de ce qui est dit ou pas, ils s'adaptent, quoi. T'as pas eu de problème de contraintes de genre, de photographie, non, pas ça? Avec les Russes, rien. Avec les Russes, c'est rien. C'est pourtant pas ce qu'on s'imagine de chez nous, c'est pour ça que... C'est ça qui est drôle. Ouais. Et il me disait, tu bouges pas. Hein. Et je disais, non. Et pendant ce temps-là, ils allaient piller. Et donc pendant qu'ils pillaient, je dis, vous pillez pendant combien de temps? Il faut 2 heures de pillage. Je fais, d'accord. Comme ça, après, tu allais te balader, tu revenais. Oh la vache. Ah oui, il me disait, tu bouges pas. Ok. Alors qu'avec le côté américain, là, c'est pas pareil. Là, ils te laissent pas arriver, quoi. Ou alors, il faut un billet, quoi. C'est quelque chose. Ouais, t'habitues, à la fin, ça te fait marrer, t'arrives, tu connais les mecs, tu sais comment ça marche, quoi. J'avais une question comme ça, parce que j'ai vu le film très récemment, je sais pas si tu vas au cinéma, il y a eu un film très récent qui s'appelle Civil War, réalisé par... Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, ça, je vais surtout pas voir les films de guerre avec des journalistes. Alors, non, oui, voilà, c'est pas vraiment un film de guerre, c'est un film sur les photos reporters de guerre. Je vais surtout pas voir ça. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Je vais avoir peur. Je vais avoir peur. Alors que toi, tu es sur le terrain. Oui, moi je suis sur le terrain, je vis le truc, j'ai pas peur. Mais quand tu regardes au cinéma, ça fout la trouille. Je regarde jamais de films tristes, de drames. Je regarde que des séries policières anglaises. Les enquêtes de Vera ou Inspecteur Lewis, tu vois. Je regarde que des trucs D'abord, chez moi, d'ailleurs, ils comprennent pas, parce que c'est une bande d'intello avec... Bon. Et ils me disent, mais attends, tu pourrais quand même regarder, t'as regardé le dernier grand cours, et j'ai les canals, machin et compagnie. J'ai non, ça me fout la trouille. Et donc, je vais voir des enquêtes policières, c'est tout. Anglaises, marrant, particulièrement. Ça, c'est très marrant, ça. Là, je suis... Alors, à tous les auditeurs, les enquêtes de Morse, c'est ce qui est mieux qui a été fait. Hein. C'est mieux même que Maigret. Ah oui. Et pourtant, Maigret, j'ai regardé 3 fois les épisodes. Donc, on ne pourra pas parler de Civil War. C'est pas grave. Mais tu comprends, je sais pas, c'est comme un charpentier, tu vois, tu vas pas lui montrer des films sur les charpentiers, ou je sais pas, un cuisinier, tu vas pas lui montrer un film sur la cuisine. C'est mon job. Je veux pas le voir, surtout qu'il raconte 3/4 des conneries, quoi, tu vois. Ça dépend, moi j'ai une façon de le pratiquer, peut-être que tout le monde ne le fait pas de la même manière. Oui, non, je comprends. Je sais pas après à quel point c'est des conneries ou pas Civil War, mais c'est un film de projection après. J'avais fait Under Fire, c'était dans les années 80. J'avais gagné le Grand Prix Under Fire aussi sur la photo de guerre. Il y avait un film avec Nick Nolte, etc. Et Jean-Louis Trintignant. Ouais. Jean-Louis Trintignant, il m'avait offert sur scène chez Gaumont un ordinateur. J'avais gagné le Grand Prix de photo de guerre. Tu regardais le film, tu disais mais c'est pas vrai, quoi. Ah, à ce point-là.
Ah, c'est gentil, quoi. Et bon, les mecs, c'est des héros, alors que nous, on n'est pas des héros, quoi. D'accord. Bah, photographier des gens qui vont crever, c'est pas de l'héroïsme. Hein. Ah, loin de moi l'idée de penser ça, mais non, oui, d'accord, ok, je suis surpris. Est-ce que, justement, par rapport à tout ça, est-ce qu'on ne devient pas un peu misanthrope à force de couvrir des conflits? Non, tu vois, je te réponds, je te regarde, je regarde tes tatouages, j'essaie de réfléchir à ta place, d'anticiper les questions que tu vas me dire. Je m'intéresse aux gens, tu vois. Là, tu as une rose sur le bras gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est que t'es socialiste? Non, mais... Tu vois, je m'intéresse beaucoup aux gens. Mais c'est ma sauvegarde aussi. Parce qu'un mec qui va te tirer une balle dans la tête, t'as intérêt de mettre bien avec avant. Donc, je suis pas du tout misanthrope. Donc, vraiment, les gens, ouais, plus proche d'un, comment on dit, humanisme. Non, comment ça s'appelle là chez les flics là, un mec, un analyseur là, tu sais. Le profiler. Un profiler, ouais, je suis plus un profiler. Sauf que c'est pour des serial killers, des tueurs et des assassins. Ouais, on est tous des tueurs et des assassins. Tu sais, j'ai eu Guy Georges comme Oui, assistant, ouais. J'ai entendu cette histoire, ouais. Donc, il n'est pas sorti de prison d'ailleurs. il sortira jamais. Il sortira jamais. Il a décidé de pas sortir, Ah, de ne non, pas faire appel. Non, non, ils peuvent pas le sortir. Parce que, alors, juste pour les auditrices et les auditeurs, parce que là on passe du coq à l'âne. Ouais. En fait, toi tu as connu Guy Georges, donc serial killer en France. Tu l'as même photographié. Ben oui, tout le temps. Mais bien avant qu'il ait été. Non, pendant. Ah, oui, mais sauf que tu le savais pas à ce moment-là. Non. Personne ne le savait. Si, j'étais son assistant. C'était formidable. Attends, elle hurlait, on leur découpait la peau. Ce podcast prend une tournure. Donc du coup, après, lui, il a été condamné, et pendant qu'il était en prison, il t'a envoyé une lettre en disant que j'étais le premier sur sa liste. Ouais. C'est pas le genre de nouvelle qui fait plaisir. Moi aussi, dès qu'il sort, je l'attends à la sortie pour faire des photos. Mais il est gros et moche et vieux maintenant. Donc, moi, je suis moche, vieux, mais pas gros, donc je pourrais courir plus vite que lui. Guy Georges, si tu nous écoutes. Je sais plus de quoi on parlait du coup. Oui, misanthropie. Oui. Arrête de dire du coup tout le temps. Du coup, ça te dérange du coup? Je crois que c'est mon tic de langage. Ouais, mais tout le monde t'as ça. Puis t'as potentiellement, t'as du coup, t'as sidération. Enfin, tu sais, je suis dans un comité de lutte contre les mots répétitifs comme ça. Alors, je te promets, je vais essayer. Fais attention. Je vais essayer de faire attention, mais je te promets rien. Ouais. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est important. Hein. Ok. Pourquoi c'est si important? Parce que ça te classe socialement. Alors du coup, je suis classé socialement comment par rapport à un tic? Si tu veux, c'est que t'es has-been, quoi. Parce que le du coup, c'était il y a 2 ans. À 2 ans, c'est has-been? Ouais. Non, mais après 2 ans, c'est mort, quoi, le du coup. J'ai l'impression d'avoir dire du coup depuis toute peut-être ma vie. T'es à Bordeaux, moi je suis à Paris, je suis dans le 8e arrondissement de Paris. Personne t'entendra dire du coup, alors t'as des vieux schnocks, tu vois, les trucs comme ça, c'est fini. Maintenant, il y a... Oui, c'est le sujet. Il faut dire le sujet. Tu vois, le sujet de notre entretien aujourd'hui, c'est Yann Morvan. Ça, c'est bien. Là, t'es encore dans le... Très bien. Non, mais je te dis... Ok. Mais je savais pas que du coup... Je suis à 3 stations de l'Elysée. Donc... Ouais, j'en prends note. Du coup, merci. Merci de reprendre. Mais il faut que je trouve un autre... le sujet. Ben non, mais là, la prochaine question. Voilà. On peut le dire comme ça? La prochaine question, ça va. La prochaine question, je pense que tu l'as racontée 1000 fois, mais j'aimerais que tu nous la racontes pour nous. Est-ce que tu l'anticipes, cette question? Est-ce que j'ai peur? J'allais la poser plus tard, celle-là. Ouais. Non, c'était pas celle-ci. Celle peut-être qu'on t'a posée le plus, quoique j'en suis pas sûr non plus. Tu as été condamné à mort? Ah oui. Ah voilà. Tu l'as pas tant anticipé que ça, tu vois. Oui, parce que je l'ai déjà fait 2 fois avant, là, quand j'ai fait la pub Leica, là, 2 fois. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir de nous la raconter? Puisque les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément vu ta conférence. Bah écoute, j'étais dans Nord-Liban, à Tripoli, en 82. J'étais avec mon pote photographe turc, Goshkun Aral, qui se met à photographier les mosquées. Et je lui dis, Goshkun, on ne va pas faire ça ici. Effectivement, tu as des mecs rasés qui sont arrivés avec des calaches, qui nous ont embarqués au quartier général des frères musulmans. Et donc, on commençait un procès. J'étais agent israélien. J'étais condamné à mort comme agent israélien. Je ne suis pas agent israélien, et au moment opportun, après un procès qui m'a fait un truc bizarre. Et au bout d'un moment, il y a mon chauffeur, Ali Mehdi, qui est arrivé, qui a témoigné, qui a dit non, je connais. Lui, c'était un espion sunnite. Donc, frère musulman sunnite, bon, ça va, espion sunnite, ça passe. Donc, il a dit non, c'est pas un espion, c'est un jeune gars qui fait des photos pour Newsweek, il n'y a pas de problème et tout.
Alors ils ont délibéré, ça a duré 1 heure, 2 heures quand même. Bon, j'avais des mecs à côté de moi qui étaient crâne rasé avec du Coran tatoué sur le crâne. Ils me balançaient du patchouli en permanence. Moi j'avais vraiment peur, là. Je transpirais comme un veau, j'ai dû perdre 2 litres de flotte en 1 heure. Et puis ils sont venus vers moi, ils m'ont dit écoute, on te fait un deal. Ils l'ont pas dit comme ça. Tu deviens musulman ou on t'exécute. Je dis là, il n'y a aucun problème, je suis musulman tout de suite. Tout de suite. Et donc j'ai répété 3 fois, entouré d'eux, etc., qui chantaient La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 fois. Et donc je suis devenu musulman. T'en souviens bien? Par cœur. Parce qu'au début, je faisais la, comme ça. Là, ils me regardaient avec des gros yeux. Là, je me suis dit, t'as pas intérêt de planter, mec. Et t'as été sauvé du coup? Ils m'ont laissé partir. Il y a un mec à la sortie qui était rentré hiver, qui faisait partie des Palestiniens dissidents avec qui ils étaient alliés, qui m'ont dit on va te choper à la sortie, on va te tuer. Finalement, avec mon chauffeur, on a trouvé un coin pour. Bon, c'est parti, on s'est sauvé quoi. C'est quand même assez dingue. Tu as dit à un moment que tu as eu peur. Vraiment là. Ouais, très très peur. Et du coup, tu vois, une de mes questions, c'était est-ce que tu as déjà peur ou comment tu gères la peur d'une manière générale? C'est la seule fois. Ça, c'est la vraie peur. Avant de te faire exécuter un peloton d'exécution, là, tu sais, ça me fait penser quand je vois les photos des mecs décapités. Tu bouges plus. T'es comme un. Tu sais, les mecs qui font. Dans les films, tu les vois en train de sauter, etc. Bon, pas moi. Moi, j'étais tétanisé, je transpirais comme un veau et je ne pouvais plus bouger mes membres. J'avais peur. Ça, c'est la peur. Tous les gens qui disent « Ah, j'ai eu peur ». Non, la peur, c'est un truc d'animal avant de mourir. Tu es tétanisé. C'est les derniers moments, tu penses plus, tu vois plus, tu transpires. Il y en a qui se chient dessus, j'ai vu des mecs se pisser dessus, etc., etc. Moi, je transpire. Après ça, tu t'es pas dit c'est fini pour moi? Je suis rentré à Paris, tout de suite. 2 jours après, je suis rentré à Paris et puis je retournais l'année d'après. T'es quand même retourné? Ah ouais. Tu tombes de cheval, tu remontes. Ok. J'avais oublié. J'ai pas de mémoire, moi, j'ai une petite tête. Enfin, pour tout ce que tu nous racontes, t'as quand même de la mémoire. Ah, les trucs un peu importants, ouais. Bon, je répète, tu sais, devant ma glace tous les soirs. Bon, ben écoute, c'est particulièrement intéressant quand même. C'est grisant aussi, enfin, on n'est pas tous confrontés à ça. Tu dis, tu rigoles en disant que les gens disent qu'ils ont peur pour ci ou pour ça, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas connaître ça. Ah ouais, la peur de la mort, hein. Juste avant de mourir, hein, c'est un truc très particulier. Oui, c'est quand même particulier. Hein. Je pense que c'est comme une vache ou un cochon ou un truc. T'es comme un cochon, on est plus proche du cochon, juste avant d'être égorgé, quoi. Ouais, l'abattoir. L'abattoir, ouais. Un peu ça, ouais. Quand je vois des reportages illégaux dans les abattoirs, on voit les animaux... Bah, ils flippent. Hein. Juste avant, c'est... Ils flippent à mort, quoi. Ouais. Non, mais t'es un être humain, t'es pareil, hein, t'es un mammifère, hein, t'es un animal. Hein. Et avant de t'abattre, tu flippes à mort comme eux. Hein. Ça me fait... non, mais ça me fait frissonner. Non, pas ça, mais... Qu'est-ce que je voulais dire? J'en ai perdu mes mots. De toutes les questions que je voulais te poser, je voulais aussi parler de matériel, parce qu'on est un podcast photographe, évidemment. Tu travailles aujourd'hui avec Leica? Toujours Leica, ouais. Depuis le début jusqu'à la fin, je suis Leica. Tu m'as pas dit tout à l'heure que tu travaillais avec Nikon aussi? J'ai travaillé au Nikon, mais qu'avec les téléobjectifs. Ok. J'avais deux télés quand je faisais le 180 et le 400. Le 400 était incroyable, il était à mise au point interne, c'est fabuleux, très petit. C'était un 4.5. Ouais. Et le 2.8 de 180 qui était un 1.8 de 180 qui était fabuleux, quoi. Et donc là, Leica aujourd'hui, tu travailles avec quoi comme boîtier? J'ai un M10 et un M9P. Ok. Tout ce que tu as à dire sur Leica? Non. J'ai commencé au Leica, je continue au Leica. De toute façon, pour faire du photojournalisme, c'est l'arme absolue. Hein. Je veux dire, il n'y a pas rivalité. Après, tu peux faire des photos avec Nikon, Canon, Fuji, machin, mais ça n'a rien à voir. Si tu veux, c'est des photos d'illustration. Leica, c'est des photos qui deviennent des tripes, quoi. Quand tu sais utiliser un Leica, c'est toi. C'est comme une poésie, c'est comme une parole. Tu l'expliques par rapport à quoi? Parce que c'est des objets, peu importe la marque, c'est des objets qui font des photos malgré tout. Non, ça n'a rien à voir. T'as vu ma projection en bas? Oui. T'as pas été voir? J'ai vu tout à l'heure, si je suis descendu. Bon, t'as pas vu les photos? Il y a certaines images, il y a un truc différent que t'as pas ailleurs. J'ai trouvé les photos très belles, après différentes... Belle, ça n'existe pas, belle. Différente, c'est t'as un mouvement, quelque chose, etc., qui est différent des photos figées.
Tu prends un Canon ou un Nikon, tu fais une photo figée. Parce que tu regardes dans l'objectif. Bon, en général, ils ont tous des zooms. Donc, tu es en train de branler ton zoom. Tu regardes, tu as partout des clignotants, des machins. Le temps que tu as branlé ton zoom, tu as regardé tes clignotants, tes machins, ta photo, elle est déjà passée. C'est tout. C'est déjà fait. D'accord. Donc, Leica 100%. Non, mais c'est très bien le Nikon, Canon, Fuji, tout ça, Sony, c'est bien. Si tu fais du sport, si tu vois, c'est parfait. Hein, c'est impossible à faire au Leica, mais pour la guerre, le photojournalisme de près, bah, effectivement, tu peux faire. Là, ils font Gaza, ils font des ronds de fumée. Là, ils ont des 800 mm, effectivement, mais c'est des ronds de fumée. Mais si tu veux être sur le terrain, au plus près, c'est Leica. Tu peux pas faire ce genre de reportage avec des téléobjectifs? Toi, tu es vraiment au cœur de l'action? J'ai fait des images très fortes au téléobjectif, c'est sûr, mais c'est pas pareil. C'est pas alors, ça, c'est sûr que c'est pas pareil, mais c'est pas une manière aussi de se protéger, non? Ça sert à rien dans ce genre de cas? Non, ça sert à rien. C'est quand t'es feignant, t'as pas envie d'avancer, quoi. Ouais. Et moi, je sortais le télé, quand j'étais crevé, j'avais pas envie de bouger, quoi. J'avais un coup de télé, et puis je me disais, ça va aller. C'est... Ça a l'air tellement banal quand tu l'expliques. Tu sais ça. Non, mais je veux dire le moment où tu dis j'ai la flemme. Ça fait 50 ans que je fais ça. Pour moi, c'est comme un violon. Un Leica, c'est comme un instrument de musique. Tu sais, tu mets un Leica, j'ai même pas besoin. Je sais pas, je regarde, je dis, ici, je vais être à 2.8, 2.8,5, au 60e. Je le mets en 640 ASA, bing, je te fais la photo, c'est tout. J'ai pas besoin de cellules, rien. Alors, ça sera peut-être sur X, sous X, mais bon, je le sens comme ça, quoi. Ah, ok. On va parler d'un truc qui moi m'intéresse, enfin en tout cas qui me pose des questions, c'est, je sais pas si tu as un avis dessus, je sais pas si tu as réfléchi ou quoi que ce soit, c'est l'intelligence artificielle et notamment en photographie. Alors là je parle pas juste de l'IA pour faire des retouches ou quoi, c'est même pas ça, c'est l'IA générative et tout ce que ça implique de fausses informations. Dégager tous les photographes de merde qui font des photos d'illustration, etc. Ils changeront de métier, ils feront, je sais pas, ils travailleront sérieusement. Ça va être pour les illustrateurs, pour la pub, tous ces trucs-là. Ça, c'est pas mon boulot. Je suis dans le réel. Ça va pas toucher le reportage pour toi, le journalisme? C'est impossible, c'est interdit. Mais je vends du réel, moi. Oui, toi, non, mais ça, c'est sûr. Après, le reste... Je parle d'une manière générale, de global. Est-ce que l'IA, ça va pas... c'est-à-dire que les fausses informations existaient avant l'IA. Juste l'IA, ça simplifie le fait de faire des fausses informations. Avant, ils passaient 3 heures sur Photoshop. Maintenant, ils vont passer 3 minutes sur l'IA, c'est tout. Mais tu as même des... J'ai eu un mec avec moi, je ne donnerai pas son nom, qui a fait un stage à Arles avec un photographe de mode. Et il est venu avec moi, je l'ai vu en Ukraine. Ces photos, on dirait que les mecs, ils sortaient de la merde, tellement ils étaient denses. Les gueules toutes marron, etc. Je dis, mais t'as pas honte? Il me dit, non, mais c'est ce qui se fait, etc. Beaucoup de densité et tout. Je dis, mais arrête un peu, il a rien vendu. Le réel, c'est du réel. Le mec dans un journal, il veut pas genre photo de mode, genre, tu vois, il faut que ce soit le plus proche du réel, même dans l'action, comme dans les couleurs, comme dans tout ça. Donc ils sont tous amusés à faire des trucs hyper denses, avec des ciels pas possibles et tout. Mais ça, c'est jeté à la poubelle, ça. Ouais, je vois. Donc du coup, mais même d'une manière générale, l'IA, c'est pas un problème pour toi? Non, au contraire. Enfin, loin de moi l'idée de dire que c'est tout noir ou tout blanc. Hein. Il y a des zones grises, mais... Au contraire, au contraire, ça veut dire qu'on va revenir plus proche du réel. De toute façon, les gens, ils sont paumés, là. On le voit bien avec les élections, tout ça. Ils font n'importe quoi. Parce qu'ils sont paumés, quoi. Ils sont plus dans le réel. On leur vend des trucs, ils comprennent plus rien. Que ce soit en image, que ce soit en tout, quoi. Donc, à un moment donné, je le vois très bien, là, depuis... je suis vachement sollicité en permanence, tu vois, même des trucs que tu devines pas. Pourquoi? Parce que je suis retourné sur le terrain, je fais de l'Ukraine, je fais du Liban, je fais de l'Israël, et on me demande mon avis, on me dit c'est comment sur le terrain? Je fais c'est comme ça. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et la photo, elle est comme ça. Ah, vous trouvez que les couleurs sont trop... ouais, mais c'est les vraies couleurs. En plus, c'est vrai que le Leica, il fait des vraies couleurs, quoi. Puis moi, je ne trafique pas. Je mets pas plus de jaune, tu vois. Surtout, je touche pas à la photogravure. Pas après à la post-prod, ce qu'ils appellent. J'y touche pas. J'ai un photograveur, moi, qui bosse avec moi. Okay. Et puis quand on voit un sujet, on détermine un peu je dirais pas la couleur qu'on va donner, c'est à peu près d'avoir une unité sur la globalité qui ressemble au réel. Tu vois. Et donc, j'essaye d'être le plus proche. Si c'est bleu, ça sera bleu. Si c'est orange, ça sera orange. Tu vois, là, on est quoi, là?
On est grisouille jaunasse. Ouais. On est un peu jaunasse, quoi. Donc tu fais une photo, il faut qu'elle soit délavée, jaunasse dehors. Un peu jaunasse, quoi. 5 points, 10 points, pas plus. Je travaille avec les anciennes trucs, moi, tu vois, les trucs, les points de jaune, points de bleu, points de vert, les complémentaires, etc. Quand je vois une photo, je dis, oh là, t'as un peu de cyan, là, ça va pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, si je fais une photo, alors là, parce qu'un podcast, c'est pas du tout visuel, mais on regarde par la fenêtre et on a un mur typique de Bordeaux, tout jaune. Et moi, typiquement, je prends une photo, là, je désature le jaune parce que je supporte pas la couleur pierre de bâtiment, tu vois. Mais bon, après, moi, je fais pas du reportage, tu vois, mais je vois, ok. Et tu peux pas, en photojournalisme, tu peux pas. Ouais, non, mais ça, je comprends. Même bien. si c'est moche, pas grave. C'est pour ça que tout à l'heure, t'as tiqué quand j'ai dit c'est belles photos. Oui, belle photo, ça n'existe pas. La seule photo qui est importante et intéressante, c'est les photos qu'on n'a jamais vues. C'est tout. Le reportage, c'est ça, les photos que tu n'as jamais vues. C'est un concept qui n'existe pas pour toi, belle photo Non, je pense que c'est belle photo pour moi. Même toi, je parle même pas forcément de. Pour moi, belle photo, gare, c'est sale. Hein. Quand je dis que c'est une belle photo, ça veut dire que c'est la grosse merde. Si on me dit, tiens, voilà une belle photo, je dis, ah ouais, t'as raison, c'est une super merde. Pour moi, c'est belle photo, c'est égal super merde. Alors, attends, tu parles de tes photos à toi ? Non, des photos en général, quand tu présentes une photo. Quand tu as une photo, je sais pas, exposée, et quelqu'un à côté il trouve c'est une belle photo, et je trouve que c'est une belle photo, pour moi, c'est une super merde. Même moi, je fais des photos dégueulasses. Hein. Je veux dire, je sais, hein, ma femme, elle voit derrière, elle dit, t'as pas honte de faire des photos comme ça ? Je dis, non, mais je l'ai bien vendu, voilà. Et je dis, c'est une belle photo, elle correspond à l'hélice, ils vont aimer, etc. Ça mange pas de pain, tu vois, ils vont pas se retourner. Alors pourquoi tu dis, quand on te présente une belle photo, on te dit elle est belle la photo, tu dis elle est dégueulasse, pourquoi ? Parce que c'est péjoratif, une belle photo. C'est comme une belle peinture, c'est comme une belle femme, c'est très péjoratif. Bah, ça dépend pour qui. Belle, c'est quand même normalement un compliment. Belle, beau, peu importe d'ailleurs. Non, pas pour toi. Non, mais ça m'intéresse. C'est jugé, quoi. C'est un jugement. Ouais, c'est vrai, oui. Et donc, pour moi, tout ce qui est jugement est faux. Ça dépend de la personne. Parce que tu trouves toi beau, moi je vais le trouver moche, un autre va le trouver encore plus beau, etc. Donc c'est un problème de jugement. Moi, dans mon domaine, une photo, elle répond à ce qu'on appelle les qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Alors si tu veux, pour moi, ça c'est une belle photo. C'est une photo qui répond à toutes ces données. Les lois de Quintilien, ça s'appelle. Après, ces Américains, ils ont appelé ça les 5W. Les lois de Quintilien, il y en a 6. Il y a le comment qui rajoute Candoum. Et donc, belle photo, ça répond à aucun des critères. Tu vois, c'est joli à regarder. C'est du papier peint, c'est du macramé, c'est un truc, c'est la photo de paysage. Avant, ils faisaient des peintures. Je préfère faire travailler les peintres. En plus, maintenant, les appareils photo, c'est automatique. Donc, t'appuies sur le bouton, le paysage, c'est quoi ? T'as fait quoi ? T'as rien fait. T'as pas battu, t'as rien fait. Si t'as été sur le paysage, voilà, t'as dépensé de l'essence, la carbone qui a baisé, tout ça. Quoi ? C'est rien. Et pourtant, la photographie a remplacé la peinture dans la commande, traditionnellement. Ouais, traditionnellement. Mais oui, parce que avant les peintres du dimanche, t'en avais, je sais plus, il y avait 50 000 à Paris avant l'invention de la photo. Il était plus de 3 ou 4 000 au bout de 20 ans, 30 ans. Ils ont été vus d'un mauvais œil, les photographes, quand ils sont arrivés. Oui, c'était mal vu. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, on en est là. Non, j'estime que le problème, c'est que la photo, elle est attaquée de partout, parce que même la mode, là, ça va bouger aussi avec les fonds. Avant, les types, ils se baladaient, ils allaient aux Seychelles, etc. Maintenant, t'as plus besoin. Hein. Un fond vert, bing, quel intérêt. Il n'y a que la photo de bouffe. Quand ils vont trouver des trucs, c'est compliqué à photographier la bouffe. Photo de pub. Moi, j'ai des mômes, j'ai 4 mômes. Hein. J'en ai, ils sont tous dans la pub. Tous. Ils gagnent plein de fric. Et les setups, je les vois et tout. Ça n'a plus rien de réel, quoi. Ça te fait pas rêver. Ah non. Plutôt me tirer une balle dans la tête, t'imagines, que de faire de la pub. Moi, j'achète rien. Ma montre, tu vois, je l'ai achetée, j'avais 33 ans. Toujours la même. Bah, au moins, c'est écologique. Non, mais c'est vrai. Ouais, je jette rien. T-shirt, c'est le même. Pantalon, j'en ai 2. Les pompes, elles ont 3 ans, il y a même un trou. M'intéresse pas d'acheter des trucs. Je trouve ça dégueulasse de consommer. Je trouve ça moche. La bouffe, je m'en fais pas beaucoup, je bois pas d'alcool. Moi, je trouve ça sale, moi, les gens qui consomment tout le temps, qui achètent tout le temps des fringues, des trucs, des machins, c'est moche, quoi. Et est-ce que ça, c'est pas ton rapport avec toute l'expérience que tu as eue avec la guerre ? Oui, j'étais pas comme ça avant. Hein. Oh là là, quand j'avais 30 ou 40 ans, moi, j'avais tous les bagnoles, j'ai eu des Chevrolet Camaro, des Mercedes, des Audi V8, j'ai eu tout un tas de trucs.
Maintenant, disons que ça m'intéresse plus, quoi. Donc, non, mais c'est pas bien ce que je dis, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la photo, un truc signifiant, puis de continuer mon œuvre, là, mes archives viennent d'en vendre, c'est-à-dire toute mon œuvre sur fascicule, etc. Les bouquins, tout ça, voilà. Les bouquins, ça m'intéresse, c'est le seul truc on est la civilisation du livre. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas évident de dire tout ça, mais... Non, mais alors le côté on consomme trop, ça je le comprends tout à fait. Mais je vois que tu as un rapport très négatif sur tout ça. Non, mais il faut consommer ce dont on a besoin. Oui. C'est comme la nourriture. C'est ignoble que mangent les gens. Alors, ils sont tous gros, tu les vois, ils sont gros tous. En France, tu vas aux États-Unis, tu as 30% d'obèses. Ça fait de la peine, quoi. Ils vont être malades, ils vont crever. Je veux dire, et puis ils bouffent quoi? Ils bouffent des saloperies, des frites, des machins, des trucs. Je sais pas, je comprends pas, quoi. Moi, j'ai 70 ans, tu vois, j'ai encore sur le terrain, je cavale, quoi. Même s'ils me foutent un gilet pare-balles de 12 kilos, je fais encore mes 3 km avec, tu vois. Je fais gaffe, je bois pas d'alcool, je fais attention à ce que je mange et tout. Bon, c'est pour mon boulot, tu me diras. Après, t'es pas obligé. Mais quand tu te fous devant la télé, voir un match de foot avec des pizzas et du coca, à 30 ans, t'es sûr qu'à 50, t'auras un méga bide, tu commenceras à avoir du diabète, ils ont tous du diabète, des machins comme ça, t'es foutu, quoi. T'es plus un être humain, tu vis plus, quoi. Je pense que c'est parce que tu as eu toute cette expérience que tu as cette vision-là. J'ai toujours fait gaffe à ce que j'ai bouffé, etc. Ouais. Et puis, non, mais je vois tellement de gens se foutre en l'air par le tabac, par la bouffe, par l'alcool, et qui sont malheureux. Parce que si encore un mec qui bouffe comme une vache, qui fume comme un taré, et qui picole, il est heureux, moi, ça me va. Je ne juge pas, tant mieux pour lui. Mais le problème, ça fait des cassos, quoi. Non, mais ça fait des gens malheureux, des gens qui font chier tout le monde, tu vois, qui sont pas bien dans leur peau. Les gros, ils sont complètement flippés. Ceux qui fument, ils commencent à tousser et puis ils puent de la gueule. Les alcooliques deviennent agressifs ou abrutis, tu vois. Donc, ils sont pas heureux, quoi. Non, mais je vois. Ça me fait rire parce que par rapport à comment tu le dis, mais ouais, je vois. Non, mais je dis comme il faut le dire, quoi, c'est vrai. Donc après, quand tu vis en humanité comme moi, où je rencontre des tas de gens, quand je vois... Moi, j'ai des enfants, j'en ai un qui picole trop, tu vois. Dès qu'il picole, il est agressif. Une fois, je lui ai dit, j'ai fait un reportage sur le crack. J'ai photographié des gens dans une salle de shoot. J'ai fait un studio il y a 2 ans, 3 ans. J'ai fait ça, bon. Le mec qui a du crack. Et ils me racontaient leur vie. Une fois, j'ai mon fils, il picole trop. Et je dis, je sais pas, il était bourré. Je dis, écoute, tu me fais de la peine. On me dirait un mec qui a pris du crack, quoi. Putain, ça fait une histoire dans la famille. Tu peux pas dire. L'alcool, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu de convenance, quoi. Puis si tu bois pas, qu'est-ce qu'il a, etc. Moi, je m'en fous, les gens, ils peuvent picoler, ça me dérange pas. Mais après, bon, t'as l'alcool, tu bois un verre, 2 verres, 3 verres, mais ça se termine jamais comme ça, hein. Ils sont mal dans leur peau. Ils sont pas bien. Ça leur donne de la force, où ils sont agressifs, beaucoup, tu vois, donc ça leur donne ils sont des chiens qui aboient, etc. C'est pas terrible, quoi. Donc tu te barres, quoi, tu t'en vas, t'as pas envie, tu sais. Mais tu vois, tout ce que tu dis, moi, ça me fait penser à un petit peu de la misanthropie, un tout petit peu. Il y a un soupçon de ça. Non, parce que je vais pas dire j'aime les gens, mais je suis très bienveillant et très sympa avec les gens, hein, bien au contraire. Le problème, c'est que tu as des lignes rouges. Un mec qui vient me bourrer, qui m'embrasse, ça va, mec, je le dégage, quoi. Oui, ouais. Non, mais voilà, ma misanthropie, elle commence là, quoi. Si au moment où tu dépasses les lignes rouges. Un mec qui va bouffer devant moi des trucs, j'en ai rien à faire, tu vois. Alors, il peut y aller, hein, c'est son problème. Un mec qui va fumer avant-hier, j'étais avec un avocat, là, j'ai fait les portraits d'avocats très haut de gamme, là, de mecs de Arles. Ouais. Le mec, il fumait, je lui dis arrête, je lui dis, comme toi je t'ai dit, du coup, je lui dis arrête de fumer, je lui dis qu'est-ce que tu fais, on est en train de bouffer, t'en es à 4 clopes, je lui dis arrête un peu, il m'a dit t'as raison. Si tout le monde lui répétait comme ça, à un moment donné, peut-être ça l'aiderait, parce qu'il a quoi, il a 51 ans, il a 2 paquets. C'est quoi 2 paquets à 51 ans? À 60 ans, il a un cancer du foie. Combien j'ai perdu de potes, moi? T'imagines pas. Mec, un de mes meilleurs potes alcooliques qui picolait, il est mort il y a début d'année, il a un cancer du foie. Tu vois, quand t'as 30 ou 40 ans, tout va bien. Allez, moi j'ai picolé, hein, je veux dire. À un moment donné, j'étais au Glenfarclas 105. Quand je me faisais chier, je faisais pas de guerre. Donc, tu vois ce que c'est 70 degrés. Je connais bien, hein. Ouais. Je connais très bien le vin, les alcools, tout ça, etc.
Et puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. Je faisais ça parce que c'était un manque, tu vois. Donc j'essaie de retrouver finalement quelque chose qui me permette de pallier ce manque. Et le palier de manque, c'est faire des photos, monter des sujets, faire des trucs comme ça. J'ai des milliers de livres chez moi, je me mets dans des bouquins. Là, c'est marrant, j'ai une copine, son fils n'arrête pas de lui taper du pognon. J'ai repris toute la vie de Baudelaire, les poèmes de Baudelaire, parce que le fils Charles Baudelaire, il a dépouillé sa mère. Bon, tu me dis, donc j'ai chez moi, j'ai des centaines de Pléiades, donc j'ai les œuvres complètes, j'ai les trucs, donc je vais voir, je dis, tiens, c'est vrai que Baudelaire, il était piqué du pognon à sa mère. Tu vois, après, je lui dis, ton fils, c'est Charles Baudelaire. Et après, on rigole, et tu vois, ça fait un truc, quoi, tu vois. Je sais pas. Je vois. Un autre tic de langage, je m'en rends compte. Je t'ai dit, je vois plein de fois. C'est moins grave que du coup. Ouais, du coup, c'est très grave, parce que c'était has-been, quoi. Et puis c'est vraiment tombé dans les milieux super populaires, quoi. Ça a été vraiment récupéré par les milieux qui disent que du coup partout, quoi. Je m'en rends même pas compte. Moi je disais au début, puis je me suis arrêté, je fais très attention à ma façon de m'exprimer, je sais pas si ça se sent ou pas. Bon, j'avais un tic à un moment donné, je disais etc. On me l'a dit, tu dis etc. Je dis plus etc. Vraiment, il faut que ça tombe, quoi. C'est important la manière de s'exprimer, hein. Comme disait Camus, hein, les mots ont une force, hein. Chaque mot veut dire quelque chose. Oui, pour autant, on a tous une personnalité, et du coup, il était plutôt... En plus, ça veut rien dire, du coup. Tu pourrais dire néanmoins. Néanmoins, ouais. Tu vois. Et il me vient moins naturellement le néanmoins. Mais du coup, c'est quoi ? C'est une affirmation, c'est-à-dire je pars ça, et puis je fais une démonstration, et du coup, j'arrive à la conclusion. Non. Bon, on va arrêter de faire chier le monde avec du coup... Je vais essayer de l'enlever de mon langage maintenant que tu me l'as dit. Ah, tu vois, je suis ton gourou maintenant. Non. J'ai aucun gourou. Tu vas arrêter de bouffer, tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de boire. Ça tombe bien, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Et pourquoi t'as tous ces tatouages ? Pourquoi j'ai tous ces décoratifs ? C'est vrai ? À un moment de ma vie, je me suis dit ça allait être joli, je trouve que c'est toujours joli. C'est vrai que c'est joli, tatouage c'est joli. Et tu vois, là j'ai aucun arrière-pensée, ni vraiment aucun jugement là-dessus. J'espère bien, mais même j'ai pas... Même non, mais si tu veux, comme tu disais, tu parlais de misanthropie, ça, franchement c'est pas un problème. La fleur, là je me demandais si t'étais socialiste, pro-Mitterrand, tu vois. Pour le coup, je suis plus à gauche encore, mais la rose, non, c'est purement décoratif. J'aime les roses d'ailleurs, que je photographie. Yann ? Oui. On va recentrer sur toi et on va bientôt terminer ce podcast parce que il va falloir que je te relâche. Hein. Je rentre chez moi, ma femme fait de la morue surprise. Mais alors voilà. Ton actu en bouquin, en expo, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Là, j'avais une grosse expo de 3 mois, mais elle vient de se terminer le 1er juin. Ouais. Donc c'est foutu. Sinon, tu peux voir des photos à moi à la BNF, là, le crack. Okay. Tu peux voir des photos de champs de bataille au musée Albert Kahn. Tu peux voir des photos d'Irlande du Nord au musée de Grenoble, de Bobby Sands. Sinon, les bouquins, Archives Yann Morvan, tu peux commander. Sinon, tu as tout le reste des bouquins classiques. Hein. Champs de bataille, Liban, 81, Pigalle, Les Blousons Noirs, Gang Story, enfin, une vingtaine. Il y en a qui sont en rupture de stock ou tu les as tous réunis ? Il y a ceux qui vont crever, là, c'est Blousons Noirs et Gang Story. Ouais. On arrive en fin de... Est-ce que Blousons Noirs, ça fait un petit moment, non ? C'était début 2000 ? 2018. Non, 2018. Je crois que c'était début 2000, moi. Tu es là en fin de course. Ouais. Et puis Gang Story, c'est une réédition. Ouais. Et bon, comme c'est la Bible des voyous, si tu veux, Gang Story, il y a beaucoup de voyous en France. Donc... enfin, partout dans le monde, d'ailleurs. Ok, donc tout ça sur yanmorvanarchive.com. Archiveyanmorvan.com. Bon, non, tout ça, là, il n'y a que l'encyclopédie. Encyclopédie Yann Morvan, c'est un peu, je fais tout l'univers. Tu sais, j'ai un ego démesuré, avec une tête comme un ballon. Donc j'ai créé l'encyclopédie Yann Morvan, ça s'appelle Archive Yann Morvan, et je sors un fascicule assez régulièrement d'une de mes histoires. Ça marche comme la léproserie de Calcutta, ou une fabrique de Godemichet, la Légion étrangère dans les 3 en Afrique. Enfin, tu vois, chaque fois il y a une histoire que je raconte, quoi. D'accord, ok. Parfait. Merci. Donc je t'encourage. Ou là, l'Ukraine, le dernier, la prise de Mariupol, que tu peux avoir, et etc., etc. Voilà, tu vois, je l'ai dit du coup. Allez, à bientôt. Merci Yann pour ton temps. Alors, merci à vous, et puis je suis vraiment désolé parce que je dis n'importe quoi, mais maintenant je suis en roue libre à mon âge. J'attends la tombe, quoi, donc je suis en roue libre. Tant pis pour moi.
J'ai hâte d'arriver à ce moment-là de ma vie aussi. Merci encore Yann et merci à vous qui avez écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la page du podcast. C'est du direct ? Non, c'est pas du direct. Tu vas couper des trucs quand même. Tout est enregistré. Je vais couper notamment le moment où tu bois de l'eau. Ouais. Sinon, ça fait une trop longue pause. Oui, donc merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner à la page du podcast, nous laisser un commentaire. Ça nous donne de la force. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode. Allez, salut!